Eh ben, je vous propose de démarrer cette deuxième table ronde. Donc, je vous l'avais dit, on a décidé de placer ce festival, et ce festival, là, il y a 2 ans et aujourd'hui aussi, sous le signe du rêve, sous le signe de la poésie, des imaginaires, de réintégrer un peu de l'utopie dans la fabrique de la ville. Ça, c'était le pitch de départ, d'essayer de voir aussi comment on peut le faire atterrir. Ça, c'est le pitch d'arrivée, entre guillemets. On essaye de travailler sur cette dialectique entre le rêve et l'imaginaire, et puis le concret de la fabrique de la ville. Et c'est ce qu'on va essayer de travailler aujourd'hui avec cette deuxième table ronde qui sera consacrée à la ville sensible. Remettre du sensible dans un espace qui est parfois aseptisé, qui est parfois froid, qui est un espace souvent de béton, pas forcément très funky et pas très onirique sur le papier. Et pourtant, on va voir avec nos 3 intervenantes et intervenants ce qu'on peut en faire. Enfin, 3,5, 4, je ne sais pas comment on gérera la parole de notre 4e invité surprise. Mais pour vous présenter, on va d'abord avoir, juste à ma droite, Stéphane Shankland. Alors vous êtes artiste, vous êtes professeur à l'ENSA Nantes, l'école d'architecture de Nantes. Vous êtes l'initiateur d'une démarche dont on va parler tout à l'heure, HQAC, c'est haute qualité artistique et environnementale, culturelle. Je m'en mêle les pinceaux. Mais on va voir que les acronymes, c'est quand même quelque chose d'assez spécifique à cette table ronde. Et puis, donc, vous nous parlerez de la démarche HQAC et ensuite, vous nous parlerez de la démarche Marbre d'ici, qui vise vraiment à remettre du sensible dans cet espace de béton, ou en tout cas cet espace brut, pas forcément toujours très onirique. Loïc Fell, vous êtes alors, doctorant en philosophie d'origine. Vous êtes le fondateur de Influence for Good, qui est une agence de conseil, dont on parlera un peu. Vous êtes administrateur de la fondation d'entreprise Bouygues Immobilier depuis quelques temps. Et vous êtes aussi et surtout l'initiateur, le cofondateur de la démarche Coal. Vous nous en parlerez tout à l'heure. C'est là encore une réflexion assez intéressante sur les porosités qui peuvent se créer entre les pratiques artistiques et les pratiques urbaines. Et Orbian Wolf, on va finir avec vous, mais parce qu'on va recommencer juste la table ronde avec vous. Vous êtes l'hôte de ce lieu, puisque vous êtes co-exploitante de la Cité des Halles avec Darwin et sous la houlette de Urbanera Bouygues Immobilier. Vous allez nous en parler. Déjà, peut-être très concrètement, nous présenter rapidement, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, ce qu'est la Cité des Halles et comment elle essaye, par l'intégration et les résidences d'artistes, d'artisans, d'acteurs de la culture, de créer ces fameuses porosités qui rendraient potentiellement la ville plus sensible. Oui, merci à toutes et tous d'être parmi nous aujourd'hui. On a le plaisir de vous accueillir sur ce site exceptionnel qu'est la Cité des Halles, qui se trouve être un projet d'occupation transitoire, comme tu l'as dit, imaginé en éco-construit avec Urbanera, le groupe Darwin du coup, de Lyon, évidemment, et AK Studio, qui est notre agence de conception de projets artistiques et de management d'artistes. On se trouve ici pour comprendre un petit peu l'ADN du lieu sur l'ancien site industriel Nexens, qui est aussi connu sous le nom des câbleries de Lyon, qui est une entreprise bien connue de nos amis lyonnais. Et donc du coup, il y a un projet sur ce site-là, et suite à la relocalisation des usines Nexens un petit peu plus au sud, toujours sur Gerland, nous sommes réunis avec Bouygues Immobilier pour envisager et imaginer un projet d'occupation transitoire, j'insiste bien là-dessus, dans cet interstice préfiguratif, et qui vise à tester des usages qui peuvent être évidemment déployés sur le futur quartier. Donc Cité des Halles, c'est un site de 10 000 m² approximativement, qui est tourné vers l'expérimentation. Il regroupe un écosystème d'un peu plus de 80 résidents. C'est quelque chose que vous ne voyez pas ce soir, par exemple, qui sont situés à l'intérieur du NRC, un petit acronyme, Nexens Research Center. Et si on se rend à la buvette, on peut avoir un aperçu de certains de ces résidents, et puis on peut avoir des ateliers avec les résidents, accessoirement. Exactement. Ce soir, on a essayé de mettre en avant un petit peu les savoir-faire de la Cité des Halles, puisqu'ils sont nombreux. Nous avons vraiment 2 axes sur cette occupation, qui est l'artisanat, et des résidences d'artistes, et également un certain nombre de structures culturelles et de structures engagées au sein de notre territoire. On parlera tout à l'heure de concrètement ce que ça implique de mettre en place ce type de démarche sur une occupation
temporaire. C'est sur quelle période à peu près que ça s'étale ? Alors là, on est sur la 3e saison de la Cité des Halles. Nous avions fait une première occupation de 3 mois dans la halle Nord, qui est juste là derrière le bar ou la buvette, comme tu le souhaites. Ensuite, nous avons ouvert l'année dernière sur une saison estivale. Et depuis maintenant un peu plus d'1 an, je pense que c'est bientôt notre anniversaire, nous sommes ouverts en continu sur la totalité de l'année. Ok. Stéphane Shankland, moi je voulais parler avec vous pour lancer un peu le propos de cette dimension justement de se plugger, entre guillemets, de se greffer sur des espaces en transformation. Alors vous, avec HQAC, vous avez eu cette volonté de, donc HQAC, je le redirai, on va en reparler, haute qualité artistique et culturelle, de vous greffer à des chantiers pour en faire des laboratoires artistiques, des résidences d'artistes à ciel ouvert, c'était un peu ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter la démarche et ce que vous en avez tiré comme enseignement, comme vécu et comme expérience ? Je vais essayer, c'est difficile de résumer 15 ans en 3 minutes, mais... Et sans images. Et sans images. Merci. Et en étant succinct. Non, je pense qu'à l'origine, c'est intéressant de se rappeler qu'il s'agissait d'une intention artistique qui était celle de prolonger une pratique artistique qui se développait déjà dans l'espace public, mais dans des cadres, on va dire, plus traditionnels, ceux de la commande publique, du 1%, ou de l'objet d'art qu'on vient placer dans la ville, comme si la ville était un musée ou une galerie à ciel ouvert, enfin quelque chose qui serait une page blanche sur laquelle on vient placer une œuvre qu'on a conçue dans un environnement qui est celui de l'atelier. Et en fait, j'étais non pas fatigué de ce modèle-là, mais en tout cas, l'intuition était celle que finalement, ce serait peut-être plus intéressant de développer un projet artistique, mais dans le jus même de la ville, et notamment de la ville en train de se faire, ne pas attendre forcément que tout soit terminé pour arriver et y poser l'objet qu'on a conçu dans son atelier, fabriqué dans un autre atelier, et que voilà. Et au démarrage, c'était ça, c'était une question. Est-ce que c'est possible de considérer que la ville en transformation devienne l'atelier ? Alors j'ai posé la question à l'ensemble de mes partenaires dans le monde de l'art et de la culture. Est-ce que vous me suivriez sur un projet qui serait celui de faire d'une ZAC, d'un chantier au long cours, un atelier ? Et tout le monde m'a dit, à la culture, nous on n'a pas les clés du chantier, on ne sait pas comment ça marche. On ne voit pas bien comment on peut vous accompagner là-dessus. Et quand j'allais voir les partenaires du côté de ceux qui fabriquent la ville, ils me disaient tous, nous n'avons pas la compétence culturelle. Donc la discussion s'arrêtait entre les deux, il n'y avait rien. Et c'est de là qu'est venu ce besoin de créer le cadre qui permettait de dire, ici, dans cette situation de ville en mutation et au long cours, et dans ces différentes phases, démolition, dépollution, excavation, construction, livraison des espaces publics, etc., gestion des friches, que tout ça est l'atelier. Alors un atelier totalement mouvant qu'il faut redéfinir tout le temps. Et le fait de dire, on est dans le cadre d'une démarche qui a un nom, haute qualité artistique et culturelle, qui résonne comme quelque chose d'officiel, de normal et d'acceptable pour le monde de l'urbanisme, en fait, on crée les conditions de l'expérimentation située. Et donc ça, une fois que ce cadre était mis en place, à la fin des années 2000, ça nous a permis pendant une douzaine d'années de faire 12 ans de projets avec 3 principes. Le premier principe, c'est situer. Tous les projets se font ici, avec le ici comme matière première, inspiration, matériaux, main-d'œuvre, économie, etc. Tout se fait avec ces moyens qui sont là au moment où la ville rentre en transformation. Deuxième principe, c'est expérimental. Donc, ce n'est pas le modèle du design. On ne dit pas « et à la fin, on va faire un objet là ». C'est « et d'abord, on va expérimenter, on va faire, on va voir ce qui émerge. Et de ça, on construira de façon incrémentale. » Je l'ai entendu tout à l'heure aussi, expérimental, incrémental, faire l'expérience de. Et c'est de là que vient le projet qu'on fera ensuite. Et le troisième principe, c'était l'artiste ne fait pas seul, en tous les cas dans ces conditions-là, il n'est pas dans son atelier où il fait ce qu'il veut quand il veut tout seul, il travaille avec. Et donc le avec, c'est qui le avec ? C'est autant ceux qui sont du côté des professionnels de la transformation urbaine que ceux qui vivent ou sont les habitants usagers de ces situations. Et l'artiste fait pivot à cet endroit-là. Donc j'ai pas d'image, mais... Non, on a, en tant qu'organisation, on a un peu demandé de ne pas avoir d'image justement pour nous raconter ces démarches-là. Moi je pense que c'est assez parlant, même si là j'aimerais bien, Loïc Fell, me tourner vers vous pour
une petite prise de hauteur. Là, on a deux expériences. Une expérience qui a duré une bonne quinzaine d'années. On a une expérience qui dure depuis 3 ans ici. Et il y en a d'autres, on le sait, en France ou dans le monde, des expériences d'occupation transitoire comme ça qui se placent à des interstices de la fabrique de la ville. Mais si on prend un peu de hauteur, comment vous observez cette transformation du rapport à l'art ? On a dit on est en train de sortir de cette logique où on plaçait une œuvre d'art sur commande publique pour représenter peut-être le pouvoir. Mais vers quoi on va ? Comment ça évolue ? Comment vous l'observez ? Et comment vous ressentez les choses avec peut-être votre casquette de chercheur, en tout cas de doctorant là-dessus ? C'est une question immense, donc il faudra me couper, à mon avis. Je sais Parce faire ça. que forcément, ça s'inscrit dans une histoire de l'art qui est assez longue et engagée, qui a donné les moyens ou les outils aux artistes de s'approprier la ville et d'intervenir, pas seulement au titre de l'installation d'une œuvre d'art, mais au titre d'être acteur de la transformation urbaine, ce qui change quand même la donne. Au-delà de la dimension de plus en plus intégrée à la vie quotidienne des pratiques artistiques, je renvoie à Yves Michaud, l'arrêt gazeux, etc. Donc une longue histoire de l'art qui s'est aussi saisi des sujets environnementaux et écologiques à partir des années 80 et 2000, et avec une accélération particulièrement en France depuis les années 2010, avec des pratiques artistiques qui du coup deviennent un peu difficiles à identifier parce que ça ne va pas forcément s'incarner par une œuvre. On peut avoir des projets extrêmement différents. Pour donner quelques chiffres, le prix Coal, par exemple, est un bon témoin de cette pratique. Donc Coal, C-O-A-L. Oui, c'est pas un acronyme ? Non, c'est pas un acronyme, c'est un jeu de mots avec le charbon et avec la mine de charbon pour le dessin des artistes qui a initié donc le prix Coal en 2010. Donc ça fait quelques années qu'on pratique et qui a la chance d'être distribué aussi par les réseaux français à l'international. Pour donner un chiffre, cette année, on a reçu 472 dossiers de 71 pays. Donc ça donne une bonne vision. C'est un concours d'œuvres d'art. C'est un concours de projets d'artistes. Et qui nous sert aussi derrière à produire des œuvres dans le cadre des mandats de curation et des expositions qu'on peut conduire. Stéphane, d'ailleurs, était lauréat du prix Coal 2e édition en 2011. Bravo Stéphane. Donc on a un certain historique. Et d'ailleurs, le premier lauréat, c'était pour un projet à Lyon, d'urbanisme transitoire. En l'occurrence, c'était au Grand Mermoz. Et son projet était d'associer les habitants à l'exploitation de l'espace public dans les cités. Considérant qu'on avait une difficulté de maintien, de propreté et d'entretien de ces espaces, et qu'y associer les habitants en leur demandant quels étaient leurs projets et les faire acteurs de ce projet permettrait d'améliorer la qualité de ces espaces et leur perception, ce qui a été le cas. Donc c'est assez intéressant de voir que dès le début, c'est ce type de pratiques qui ont été identifiées et accompagnées dans le cadre notamment de Coal, mais pas que, puisque les institutions progressivement se sont engagées sur ces sujets. Et l'objectif, c'est demain, comment est-ce que ça peut évoluer en termes d'accompagnement des pratiques, plutôt sur ce qu'on appelle la culture sociale, donc comment l'artiste peut intervenir pour accompagner les pratiques des usagers. Et à ce titre, se questionner aussi sur l'exploitation des bâtiments et la façon dont on vit les bâtiments au quotidien, sur l'être ensemble, l'habitat, etc. Donc il y a énormément d'expérimentations en cours et ce serait intéressant de les explorer. Moi, je vous propose, pour le demain, on va garder ça pour la fin de la table ronde. Est-ce que Orbiane, tout ce qu'on entend te fait réagir ? Est-ce que tu as envie de rebondir là-dessus au niveau du travail qu'on peut avoir avec les usagers ? Oui, bien entendu, puisque les problématiques que tu énonces là, on les traite toujours à Lyon. On travaille beaucoup avec les collectivités à ce niveau-là pour répondre à des problématiques diverses et variées. Ça peut être, je ne sais pas, un escalier qui sert de pissotoire, tout simplement. Et comment on va travailler là-dessus, comment on va co-construire un projet, comment on va réapproprier les espaces avec les artistes. Ça, c'est des choses qu'on fait un petit peu dans notre quotidien avec le studio et avec nos équipes. Et de la même manière où on essaye de créer ce lien-là ici sur ce site qui nous donne beaucoup d'opportunités justement et ça nous permet d'avoir quelque chose de très central dans un quartier qui est en mutation à une vitesse grand V, si je peux dire. Gerland a muté de manière extrêmement rapide. Autour, vous le voyez, avec la construction de nouveaux bâtiments, l'EM, il y a beaucoup de briques qui se sont ajoutées, même à cette échelle un peu plus micro. On travaille aussi beaucoup sur des questions artistiques avec le centre d'hébergement d'urgence qui est animé par Habitat Humanisme, qui est notre voisin juste à côté. Juste à côté, là. Exactement, ouais. sur le même site. Donc voilà, ça nous permet vraiment d'avoir
Ce lien avec les artistes nous permet à la fois de fédérer, ça paraît être une notion très simple mais elle est essentielle, et de co-construire des projets qui vont un petit peu au-delà de ce qu'on pourrait imaginer de manière plus traditionnelle, quoi. Le terme qui a été utilisé, c'est sculpter. Comment on a dit, Loïc Fell ? C'est sculpter. Sculpture sociale. Sculpture sociale, d'accord. Qui est un vieux terme du début des années 30 avec un artiste qui était aussi cofondateur du parti Vert en Allemagne. D'accord. Donc ça a une histoire politique assez forte. Mais j'ai entendu un autre mot qui m'a marqué. Celui-là m'avait marqué. J'ai aussi entendu mutation. Et justement, alors là, Stéphane Shankland, c'est une transition qui est un petit peu téléphonée, mais parce que le terme est important, vous, aujourd'hui, vous travaillez sur la ville en mutation. C'est votre nouvel objet d'étude, entre guillemets, et vous avez impulsé une démarche qu'on va aussi essayer d'expliciter sans image, mais elle est parlante, je pense, quand on le raconte, qui est Marbre d'ici, et qui est même d'essayer de remettre du sensible dans les déchets inertes, c'est-à-dire de travailler sur presque la poésie des matériaux de déconstruction et de démolition. C'est un peu ça l'idée ? Ouais, je pense qu'on peut le dire comme ça, mais je pense que la question de mutation est vraiment intéressante parce que par rapport à la question de l'art dans l'espace public, la notion de mutation, c'est ce qui fait que le modèle du design fait à l'avance pour un espace public stabilisé, livré, sur lequel on va poser un objet, quand on entre le facteur mutation dans cette équation-là, plus rien ne marche parce que ce n'est pas une page blanche finie, stabilisée sur laquelle on vient poser un objet, c'est un truc mouvant qui change tous les jours, dont personne n'a vraiment une idée exacte de pour combien de temps et jusqu'à où et comment. Et donc tous les outils, tous les concepts et toutes les méthodes qui étaient faites pour un espace stabilisé et un objet ne marchent plus dans le prisme de la mutation. Et c'est ça qui fait qu'on retourne dans des logiques et des logiciels qui sont ceux de l'atelier. L'atelier d'artiste, quand même, traditionnellement, en tous les cas, moi, tel que je l'ai pratiqué, c'est on va dans l'atelier et puis on ne sait pas trop par où ça va commencer aujourd'hui, mais ça commence par là et puis ça continue et puis après, etc. En fait, c'est un environnement où tout change vraiment tout le temps et où il n'y a pas de cahier des charges fixe qui dit « Ah, tu vas t'arrêter là, ou tu commences ici ». Eh bien, dans la situation de mutation, c'est de nouveau ce logiciel qui vient directement de l'atelier et du processus créatif qu'on va pouvoir remettre en jeu. Alors, il faut tout transposer à l'échelle de la ville avec tous ces interdits. Mais une des autres constantes, peut-être au-delà de cette question de la mutation, en fait, les artistes savent faire avec. Ça panique beaucoup un ensemble d'autres métiers qui, face à la mutation, on y va avec toute l'armada normative pour pouvoir maîtriser cette chose-là. Mais finalement, les artistes ne sont pas totalement mal à l'aise par rapport à ça. On l'oublie peut-être. Le deuxième facteur, c'est qu'avec mutation, il y a aussi énormément de choses qui sont cassées, pas simplement joliment transformées, mais on va produire énormément de déchets, on va démolir, on va se débarrasser d'eux, etc. Et ça, c'est né de cette situation d'avoir été un peu trop longtemps dans des situations de chantier et d'avoir eu le temps, justement, parce que moi, j'avais pas de cahier des charges, de pouvoir tout simplement contempler la ville en mutation. C'est un truc assez incroyable, mais j'en ai presque fait mon métier pendant un certain nombre d'années, cette activité de contempler la mutation en train de se faire. Et quand on le fait, eh ben, il y a plein d'idées qui montent et qui deviennent ensuite des projets, qui deviennent des actions. Et l'une d'entre elles, qui justement a pu avoir lieu pendant longtemps dans le cadre de la démarche HQSC, c'est d'ailleurs celle qui a été primée, enfin lauréate du prix Coal en 2011, c'est un protocole qu'on a appelé le Marbre d'ici. J'y viens donc, où l'idée était moi, je regardais beaucoup de démolitions en train de se faire. Je me disais, wow, c'est quand même incroyable. À un moment, on a un bâtiment qui a une valeur d'usage, qui a une valeur architecturale, qui a peut-être une valeur esthétique, fonctionnelle, etc. Et quelques heures plus tard, on a un tas de gravats. Une valeur négative, c'est-à-dire que ça ne sert plus à rien, c'est pas beau, c'est connoté négativement, la démolition, et ça coûte de l'argent de faire évacuer, traiter ces déchets. Donc on est passé d'un truc qui avait une valeur à un truc qui a moins que rien. Et la question était, mais ça me rappelle beaucoup ce qui se passe dans l'atelier, c'est que souvent dans l'atelier, on part de rien et on essaye de faire monter quelque chose qui finalement a une forme, un sens, une fonction, etc. Ben là, la question était, est-ce que c'est possible que ce tas de gravats, au lieu de rester dans sa négativité complète et de disparaître, est-ce qu'on peut maintenir une partie de ce matériau sur place et le faire remonter dans la chaîne de valeur et lui retrouver une place dans la ville de demain? Et donc ça a donné lieu à après
plein d'expérimentations, donc pas du tout une méthode de design, mais une méthode d'expérimentation. On a vu qu'en travaillant avec les entreprises de démolition, on pouvait faire mettre de côté quelques mètres cubes de gravats, on pouvait les concasser, après les avoir triés par couleur, par nature, on les concasse, on en fait des granulats, mais aussi des pigments. Les couleurs des matériaux qu'on a récupérés deviennent pigments, et ensuite on en fait un béton recyclé à 80% avec des granulats recyclés, teintés dans la masse, avec une nouvelle matière première secondaire locale, utile, et avec la question, on fait quoi de ce béton recyclé ici? Et là rentre la question qu'on peut se poser à soi-même, qu'on peut poser à un paysagiste, un architecte, un urbaniste, un promoteur, un aménageur, mais on peut aussi poser cette question à un habitant, un futur habitant, un riverain, un enfant dans une école élémentaire. Qu'est-ce qu'on fait avec ces X mètres cubes de béton qu'on peut couler demain? Et donc le projet Marbre d'ici est né de ce protocole-là et de cette question-là. Je vous invite à regarder Marbre d'ici. Marbre est d'ici parce que ça vient d'ici, c'est ça l'idée, hein, c'est de produire un marbre à partir des matériaux. Ça donne des textures assez fascinantes, assez hypnotiques, je trouve. Enfin, en tout cas, ça, je vous invite à regarder un peu à quoi ça ressemble. Mais je voudrais continuer sur cette idée de la mutation. Là, j'ai vu Orbiane, vous réagissiez beaucoup à cette idée de la mutation. Enfin non, mais il y a quelque chose qui est difficile dans le fait de travailler dans cet espace en mutation. Comment qu'est-ce que vous mettez en place concrètement dans cet espace qui, au final, on ne sait pas de quoi demain sera fait, et comme on l'a dit, en une journée, on peut voir une tour surgir de terre ou une tour disparaître, entre guillemets. Alors, je pense qu'on prend du recul, on s'adapte, on adopte des mécanismes qui sont un petit peu différents que ceux qu'on a l'habitude d'avoir dans des métiers peut-être plus classiques. On a une approche qui est différente dans le sens où on va aussi aller beaucoup écouter la parole des usagers. Savoir aussi quel est leur ressenti. On parle là de villes sensibles. Sans les usagers, sans les questionner, c'est un petit peu compliqué. Donc on a toujours ce lien qui est très fort avec notre public. Là, dans une approche, pour le coup, design, où on va faire des entretiens de groupe, des entretiens en one-to-one, c'est quelque chose qui prend du temps, mais qui est nécessaire. Quand tu dis que tu t'arrêtes, que tu observes la démolition, je trouve ça très poétique. Je pense que c'est quelque chose intéressant de marquer un temps dans nos projets. Tout va très vite, on a une périodicité qui est donnée, on a une fin supposée d'un projet. Donc du coup, on est un petit peu dans la recherche de la performance, dans la mise en place de ces lieux-là, etc. Et ça, c'est ultra questionnable parce que on peut faire des choses sur des temporalités courtes qui sont intelligentes, mais il faut avoir le temps de recul nécessaire et il faut que le projet soit co-construit, sinon ça ne sert à rien d'y aller, clairement. On a fait ce type d'erreur aussi en disant tiens, on a une opportunité là, on fonce. Franchement, je vous le déconseille, ça sert à rien. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a eu un petit peu plus de temps et on a fait ça par étapes. On a co-construit ce projet-là et on arrive dans une espèce de frugalité un petit peu où on adapte chaque année la proposition. Donc là, je sors un petit peu du cadre artistique, mais c'est vraiment la sensibilité de la Cité des Halles, de se dire que là, vous êtes ici aujourd'hui, l'année dernière, le site n'avait rien à voir. On a écouté les retours, on s'est adapté. Nos équipes, du coup, sont vraiment dans la construction de A à Z. Ça rejoint un petit peu ce que tu disais dans un autre format plutôt fonctionnel. Mais je les remercie pour ça parce qu'ils donnent vraiment beaucoup d'énergie. Mais ce que j'entends quand même aussi à travers chacun respectivement vos interventions, c'est que toutes ces pratiques et toutes ces porosités qu'on peut essayer de créer, elles s'inscrivent quand même dans un cadre qui est normatif, et sans que ça soit dit négativement, un cadre qui va être imposé sur la temporalité de la fabrique de la ville, sur la manière dont les acteurs vont s'emparer d'un sujet. On doit venir dans ces interstices. Et moi, il y a un terme qui m'avait marqué, Loïc Fell, quand on discutait en amont, c'était le rôle dérogatoire de l'artiste. L'artiste, c'est quoi son rôle? C'est parce que c'est une petite souris qui peut venir dans des interstices et tricher, entre guillemets, avec les normes. Il vient ouvrir les choses? C'est quoi? Alors je dirais pas petite souris. Oui. C'est plus ambitieux que ça, je crois. Un gros bulldozer. Peut-être, oui. En fait, il y a une spécificité il y a plusieurs spécificités, de l'artiste. Il y a une première spécificité qui est que c'est un agent social et un partenaire des projets qui a un rôle d'intermédiaire neutre, entre guillemets, puisque ce n'est pas un élu, il n'a pas le mandat, ce n'est pas non plus un acteur économique, donc il n'a pas a priori une motivation économique
économique, et c'est pas forcément un habitant, puisqu'il peut aussi venir d'un autre territoire. Donc il a cette capacité à créer du lien de façon neutralisée entre les acteurs et proposer quelque chose qui aura une perception plus facilement acceptée. Et qui aura aussi bien sûr la force du regard de l'artiste et de sa capacité créative et de proposer des projets. L'autre point aussi, c'est un point légal, tout bêtement. C'est-à-dire qu'il y a des choses que les artistes peuvent proposer qui dans d'autres qualifications n'auraient pas pu être proposées. En l'occurrence, Marbre d'ici, par exemple, c'est un projet de long cours, c'est un travail de recherche qui a pris des années, qui permet d'avoir testé de façon itérative des méthodes, la création d'un substrat finalement, et qui en fait au départ ne répond pas aux normes du bâtiment. Donc si ce n'était pas un projet artistique, il n'aurait pas été éligible et intégré dans le projet. Donc ça veut dire qu'il y a une capacité d'innovation et de proposition des artistes pour la fabrique de la ville qui est unique et extrêmement précieuse pour l'ensemble des acteurs de ce métier. Et au-delà, il a aussi cette aura qualitative qu'apporte le statut de l'art ou de l'œuvre d'art, qui permet de déroger à plein de règles, ne serait-ce que la commande publique, parce que c'est une commande artistique, ne serait-ce que les questions de sécurité. Enfin, il y a quand même un certain nombre de leviers qui peuvent être biaisés, alors à petite échelle, à échelle de test, mais sauf que du coup, ça devient le vrai laboratoire de la ville de demain. Et c'est là où c'est extrêmement précieux et efficace. Ce qui est drôle, sur la table ronde précédente, on avait parlé de tricher aussi avec certaines normes en utilisant ça a été évoqué comme exemple d'utiliser un rocher et de dire que c'est une sculpture pour déroger à des normes de sécurité. On en revient à cette idée de travailler sur je dirais oui, la dérogation, l'évitement, les petites circonvolutions qui permettent de transformer et de faire de la ville un laboratoire à ciel ouvert. Je vous propose, en guise de conclusion, avant de passer la parole à des gens qui auraient peut-être des questions, d'essayer de se projeter un peu sur l'avenir. Alors, on peut le faire avec 3 temporalités. Peut-être, Orbiane, nous parler un peu de l'avenir de la Cité idéale et de ce qui va pouvoir naître de ces porosités qu'on aura faites. Et puis ensuite, je vous passerai la parole à vous deux pour ouvrir sur ce que pourrait devenir l'art dans l'espace urbain de demain, l'art dans la ville de demain. Vaste question encore, mais on ouvrira là-dessus si ça vous va. On va avoir besoin de pas mal de temps du coup. C'est pour ça que je conclue maintenant. Ça m'intéresse. Voilà. Ok, alors pour recentrer un petit peu sur la Cité idéale, c'est vrai que nous on arrive sur une fin d'occupation qui est sur la fin de 2024, décembre 2024. Mais bon, l'enjeu même de ce projet et ce qui nous motive là-dedans, c'est qu'il soit transitoire. Donc pour ceux qui ne sont pas fans d'urbanisme, je dirais qu'un projet est transitoire quand il y a une vocation à s'intégrer sur le quartier futur. Ici, c'est le cas, espérons-le. On a essayé d'expérimenter au maximum ici, et le but du jeu, c'est d'en tirer des enseignements à la fois sur les usages, sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et de les essaimer dans le quartier futur. Pour moi, c'est primordial, puisque y a toujours une chute qui est brutale aux occupations éphémères, et c'est un petit peu comme un rêve qui s'arrête, et après qu'est-ce qui s'ensuit, quoi, quelles sont les retombées positives sur le territoire. Voilà, à la fin d'un rêve, il faut que ça soit le début d'un nouveau rêve qui va s'ouvrir ensuite. Voilà, je pense qu'avoir une continuité dans ces projets-là, c'est intelligent. On ne fait pas ces projets-là parce qu'on répond à un enjeu d'éviter du gardiennage. Enfin, ça n'a plus de sens. Hein. Les occupations éphémères sont terriblement à la mode en ce moment parce que ça arrange aussi un certain nombre de personnes. Et je pense que l'ambition, là, est beaucoup plus grande. Donc, c'est de transposer véritablement une partie de l'écosystème, qu'il soit artistique ou plutôt tourné vers l'artisanat, sur le projet futur. Alors, de quelle manière, pour l'instant, on ne le sait pas. C'est encore une page blanche à écrire. On avance étape par étape. Et de toute manière, il semble indispensable, vu l'engouement qui est lié à cette exploitation-là, de le poursuivre. À la fois aussi sur l'ouverture au public. Et voilà, je ne nous souhaite que ça. Je vois une petite main qui me... Non, mais en guise de mot de la fin, si ça vous va, alors peut-être, Loïc Fell, la question très vaste était qu'est-ce que ça pourrait ouvrir comme nouvelle perspective d'avoir aussi ces occupations temporaires qui se sont multipliées. Et Stéphane Chancland, je vous proposerais de finir, si vous en avez envie, sur vos terrains d'expression et vos terrains de jeu que vous avez envie d'explorer dans les années à venir.
Ok, je vais essayer de faire court, ce qui n'est pas évident. Sur les peut-être 3 exemples pour montrer l'évolution des pratiques artistiques dans la fabrique de la ville. Soit on va avoir des propositions qui sont extrêmement opérationnelles, et ça c'est vraiment intéressant. Je pense à regarder un exemple qui est une exposition qui s'appelait Habitarium, qui a été menée par la Condition publique à Roubaix, en partenariat avec des résidences dégradées. Un des gros enjeux de l'urbanisme de demain, c'est aussi d'adapter au changement climatique et d'améliorer l'habitat dégradé et les propriétés pauvres. En l'occurrence, c'est le quartier du Pile à Roubaix, où des designers ont, dans le cadre de l'exposition, déployé des méthodes de fabrication et transmis ce savoir-faire aux habitants pour des fenêtres de meilleure isolation du point de vue menuiserie et double vitrage. Donc c'était une action très concrète au final sur la base d'un travail de résidence de design. Donc ce type de pratiques se développent et sont vraiment intéressantes. Le deuxième point, c'est le discours politique, où finalement les artistes ont aussi vocation à porter un discours sur la ville et son essence. Je donnerai un exemple qui date d'il y a 5-6 ans. C'est le jardin de la Cité internationale, la Cité et le musée de l'immigration à Paris, l'ancien palais de la Porte Dorée, qui a été réalisé par Liliana Motta, qui est une artiste plasticienne et paysagiste qui vient d'Amérique latine et qui a composé un paysage à partir des plantes invasives. Donc c'est un discours politique dans le sens où ces plantes qui sont perçues comme invasives, on porte le même discours et le même vocabulaire que sur des populations. Donc la volonté, c'était aussi de mettre en exergue cet apport à la diversité de la ville qui est issu de plein de territoires différents et qui participe du tissu vivant quotidien dans lequel on peut vivre. Et enfin, le dernier point, ça va être des artistes qui vont avoir des pratiques qui vont changer la façon d'habiter la ville ou de la pratiquer. Avec là vraiment de la sculpture sociale au sens de Beuys, avec des démarches plus ludiques sur le zéro déchet, l'économie d'énergie, etc. Et avec une démarche de long cours pour accompagner les comportements où d'habitude on imagine que c'est plutôt le travail des pouvoirs publics ou des gestionnaires de la ville, mais sur lesquels l'artiste, du fait de cette position qu'on a évoquée tout à l'heure un peu atypique, est un interlocuteur qui peut être entendu et qui permet d'initier certaines démarches. Donc c'est les 3 axes sur lesquels on voit des développements en ce moment. Réponse très claire. Stéphane Shankland, est-ce que vous voulez? Ou bien on... Si, moi je peux aussi essayer de me... cette question de vers quoi on va et en fait fait toujours partie de... On est en train de faire quelque chose, mais ce qu'on est en train de faire, on l'a déjà fait dans sa tête, donc on est toujours un petit peu dans qu'est-ce qui va venir après. Moi je remarque que ce dont on parle quand même depuis le début un petit peu ici, c'est cette question du pas de côté. Pourquoi est-ce qu'en tant qu'artiste, si ça marche dans son atelier, dans le centre d'art, dans le musée, pourquoi est-ce qu'on irait s'embêter à aller réinventer absolument tout par rapport à sa pratique, son économie, etc., en disant je vais faire de la ville mon atelier. Franchement, je me suis posé la question. C'est quand même, c'est pas logique de faire ça. Je crois que ça obéit à une certaine logique qui est quand on est dans un champ qu'on maîtrise trop bien, qui est trop cadré, dans lequel on est trop dans un ensemble d'habitudes, habitus qui sait, voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et il y a un moment où on s'épuise, où on devient plus très créatif, où on s'ennuie et on se demande qu'est-ce qu'on fait là. Et cette espèce de... La ville est quand même géniale par rapport à ça, c'est qu'en fait, il y a énormément d'endroits où on peut se reposer des questions, où on peut se déplacer, où on peut rencontrer des gens qui ne sont pas les mêmes que nous, etc., etc. Et je crois que le marbre d'ici, ça fait plus d'une dizaine d'années que je le prends comme un cadre. C'est-à-dire cette idée de on va partir du déchet inerte, du gravat, ou des déchets produits par l'acte de construction, et on va se poser la question, soi-même et aux autres, comment est-ce qu'on fait pour que ça remonte une échelle de valeur. À chaque fois, ça donne quelque chose de totalement différent. Les gisements ne sont pas les mêmes, les productions sont toujours autres. Alors, des fois, on utilise le statut d'œuvre d'art pour effectivement contourner des normes trop contraignantes, mais des fois, on se prend la norme pleine balle en disant on va faire dans la norme, mais on va bouger la norme en faisant le projet. Donc c'est vraiment, on se met dedans pour exploser la norme et la pousser plus loin. J'ai travaillé pendant 5 ans avec le CERIB, le Centre d'études et de recherche des industries du béton, pour leur faire rédiger un nouveau référentiel technique pour les bétons recyclés, pour qu'on puisse le faire dans les normes, mais en dehors du cadre de l'œuvre d'art. Et on a déposé un brevet
pour breveter le marbre d'ici qui nous permet de répondre à un ensemble de commandes pour pouvoir le faire à nouveau en tant que prestataire, non artiste, hors du cadre de la commande pour continuer, pour faire rentrer dans le logiciel de la construction la possibilité d'utiliser des granulats issus de recyclage. Et peut-être pour terminer, moi ce que je vois qui m'intéresse, et je suis en conversation en ce moment, finalement plus trop avec le ministère de la Culture, mais beaucoup plus avec le ministère de l'Écologie, et notamment ceux qui sont en charge de la planification écologique, qui sont venus me voir en me disant il faut qu'on réfléchisse ensemble la place de l'art dans la planification écologique. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure de nos discussions qu'il y avait un endroit bien précis qui nous intéressait tous, c'est à l'endroit du croisement ou de l'intersection entre quelque chose qui vient du logiciel de la création contemporaine, quelque chose qui appartient à la situation de la transformation urbaine, mais quelque chose qui est pris par le prisme de l'actualité qui est l'écologie, la mutation, les transitions face auxquelles on est, et comment on fait pour, au croisement art, écologie, urbanisme, créer les conditions d'une expérimentation fertile, multi-partenaire. Et moi, c'est à cet endroit-là que je souhaite continuer à faire projet. Et moi, je vous propose que le prochain festival, on consacrera une table ronde à ce triptyque et à cet interstice-là. S'il y a des questions dans la salle, on prend 2-3 questions, comme tout à l'heure, pendant 10 minutes, avec le micro sans fil. N'hésitez pas à vous lancer. Sinon, on peut continuer, mais... Bonjour, je suis arrivée en cours, mais je ne sais pas si vous l'avez évoqué. Moi, ça m'a bien surprise le fait que de faire passer pour une œuvre d'art, enfin de classifier comme ça permet que, par exemple, un gros rocher en fait puisse être à cet endroit-là, ou pour marbre d'ici. Et je me demandais d'où ça venait. Enfin, qu'est-ce qui permet de dire que quelque chose qui pourrait être considéré comme de l'aménagement urbain, on peut dire que c'est une œuvre d'art et du coup ça passe, alors que matériellement, du coup, c'est les mêmes matériaux. Voilà, ça m'a bien surprise et je me demande. Ouais, je me permets sur le juridique, juste, c'est pas faire passer. Donc c'est vraiment important que c'est pas de la triche entre guillemets, c'est que c'est vraiment un statut spécifique juridiquement, puisque l'œuvre d'art ne répond pas comme un objet de la même nature que l'aménagement auquel il peut ressembler, puisque son objectif et son producteur ne sont pas le même. Et à ce titre, on échappe à la commande publique ou on échappe aux appels d'offres. On échappe du coup à certaines normes techniques, mais par contre, la responsabilité est quand même engagée. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité pratico-pratique comme pour tout objet. Donc ça veut dire que l'usage à laquelle est destinée l'œuvre d'art ne peut pas être le même, c'est-à-dire qu'elle n'est pas forcément praticable officiellement. Et au-delà de la responsabilité habituelle, il y a aussi le droit et le devoir moral de l'artiste sur son objet. Donc c'est pas une exonération absolue, mais c'est juste un interstice qui permet de tester des choses et de faire finalement une démarche de R&D. Et ce que Stéphane évoquait à l'instant sur sa démarche avec cette pratique artistique initiale et maintenant aussi cette posture de prestataire, finalement, c'est que toute la démarche sur Marbre d'ici pendant des années a été finalement grâce à la pratique artistique de la recherche et du développement, pour demain devenir une pratique normale et globale. Donc c'est cette dynamique aussi qui est intéressante, où on passe du statut de l'expérience esthétique à l'objet pratique. Bien sûr. Comment on fait un petit mot et après vous ? Je voulais bien répondre à la question, je ferai très court. Mais il y a aussi une question, et je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui le savent, une question assurantielle. En fait, quand vous utilisez des gravats issus des démolitions, en fait, c'est un matériau qui est non certifié. Chaque gravat est différent, c'est impossible de lui faire un ATEX, un ensemble d'études qui dit que le matériau est bon pour pouvoir faire telle et telle chose. Donc on a, de fait, avec l'usage de 80% des bétons, marbres d'ici sont faits avec du granulat recyclé, une entreprise de maçonnerie n'a pas le droit de mettre en œuvre ces matériaux parce que son assureur va lui dire on ne vous couvre pas.
Et donc, on va se poser la question, qui prend en charge la décennale de cet ouvrage. Quand on dit c'est une œuvre d'art et non pas un morceau d'espace public, quelque part on dit l'artiste, dans le concept même de ce qui lui a été commandité, une œuvre d'art, il y a le concept de on a réutilisé le patrimoine déchu du site sur lequel on est, qu'on fait revenir dans l'espace public. Ça, c'est le concept artistique. Donc on ne peut pas dire on va retirer le matériau usé de l'œuvre d'art, ce n'est plus une œuvre d'art si on le fait. Donc on piège quelque part, on se piège tous, collectivement et volontairement, le commanditaire, l'entreprise qui va réaliser l'artiste pour dire ok, on est en train de faire quelque chose qui est hors norme, mais qui correspond au cahier des charges de l'œuvre d'art qui a été retenu pour faire ça. Donc est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait qu'on va quand même le faire? Donc on va optimiser le béton, on va faire tout ce qu'on peut techniquement pour que ça tienne. On va se mettre tous d'accord que l'entreprise n'est pas engagée sur sa décennale à lui, on ne va pas dire c'est de ta faute, tu te débrouilles. Et on va demander à l'artiste d'assumer le fait que cette expérimentation, il faut qu'elle soit pensée dans la durée. L'artiste ne se barre pas le jour de l'inauguration, il prévoit un protocole, c'est ce que j'ai fait, qui fait que s'il y a vieillissement, ce vieillissement fera partie de l'œuvre, ou s'il y a danger, mise en danger, il y a un protocole de réparabilité de l'œuvre. Et moi, j'ai fait systématiquement rentrer le concept de réparabilité dans l'œuvre. Donc, ce n'est pas l'œuvre à l'identique pour l'éternité, c'est l'œuvre qui sait se réparer et qui sait évoluer avec les matériaux et avec la ville. Bonjour. Alors, moi, je portais une question un peu différente quand même. Je suis animateur territorial, aménageur. Et du coup, un peu comme la place de l'artiste, c'est un plaidoyer qui doit être porté puisque beaucoup de personnes ne voient pas l'intérêt de l'animation territoriale dans l'aménagement. En même temps, je fais aussi de la maîtrise d'ouvrage pour pas mal de projets d'aménagement dans le quartier Villeurbanne Saint-Jean, en ce moment, si vous connaissez un peu le territoire. Et en tant que dans la maîtrise d'ouvrage, en fait, il y a toujours la question, comment est-ce qu'on va justifier cette démarche auprès des financeurs, auprès des collectivités? Comment est-ce qu'on va porter ce plaidoyer, qui n'est pas évident à porter, en plaidoyer de la place de l'artiste, de la place de l'animation territoriale, dans mon cas. Et moi, ma question, ça va beaucoup faire réfléchir à ce que vous avez dit, Loïc, on va prendre ce projet juste pour péter les normes. Pour essayer de pousser un peu ce qu'on prend pour acquis. Alors ma question c'est comment est-ce que vous avez réussi justement à porter, comment est-ce que vous portez ce plaidoyer? Parce qu'il n'est pas évident à porter. D'un côté nous avons les collectivités qui aiment bien avoir des trucs carrés, de l'autre côté nous avons des financeurs privés qui, quand ils ne voient pas trop l'intérêt, ils ne vont pas s'y mettre. Donc ma question c'est comment est-ce que vous faites? La question à 100 millions. Comment est-ce qu'on fait pour faire ce que vous avez réussi à faire? Il y a notamment la question de l'argent. Ouais, on a tourné autour du pot. Oui, non, mais clairement. Mais oui. En fait, dans le processus, il y a plusieurs leviers d'opportunités qui sont possibles. Ils ne sont pas tous connus et ils ne sont pas tous utilisés de la même manière. Donc, je vais faire un peu le catalogue, mais il y en a un qui est mal connu, mais qui est vraiment intéressant. C'est un processus qui s'appelle les nouveaux commanditaires, où des habitants peuvent s'associer pour décider de commander une œuvre d'art. À ce titre, ils ont un accompagnement par la DRAC et par l'Institut de France avec un financement. Donc là, c'est un dispositif qui existe depuis une quinzaine d'années, mais qui est vraiment intéressant parce que ça part des habitants et du territoire. Mais il faut qu'eux s'en saisissent. Donc il faut leur dire que ça existe. Le deuxième levier, ça va être aussi dans le cadre des concours de promotion immobilière, sur lesquels les candidats vont faire un certain nombre de propositions et dans lesquels la question de la culture peut avoir une place importante parce que c'est aussi un facteur de différenciation et d'amélioration des propositions auprès des collectivités pour gagner le foncier et développer un projet. Et dans ce cadre-là, il y a un autre dispositif où là, par contre, c'est à la charge des promoteurs, qui est un immeuble, une œuvre, mis en place par le ministère de la Culture depuis une dizaine d'années maintenant, je crois, et qui permet là aussi de proposer un certain nombre d'œuvres. D'ailleurs, c'est un point important,
c'est que là, on a beaucoup parlé d'œuvres plastiques, de plasticien design. Le dispositif les deux dispositifs que j'évoque ne s'y limitent pas. C'est-à-dire que ça peut être une œuvre littéraire, ça peut être une résidence d'écriture, ça peut être un projet de film. Donc c'est extrêmement varié en termes de support et de médias artistiques investigués. Et c'est aussi important de pouvoir se saisir de cette diversité. Et ensuite, il y a aussi un dernier levier qui n'est pas inintéressant et qui est à manier aussi, c'est qu'il y a beaucoup de collections publiques, que ce soit les fonds départementaux d'art contemporain, les fonds régionaux, etc., qui ont vocation à trouver des opportunités de diffusion. Donc là, on ne va pas forcément créer une œuvre spécifiquement, mais on peut utiliser les projets de rénovation urbaine pour prévoir des lieux d'accueil et de diffusion de ces collections publiques dont eux se chargent de la programmation et de l'animation au fil du temps. Donc c'est quelques-uns des leviers qui peuvent être utilisés en l'occurrence. Ça, c'est les leviers très concrets qui sont à disposition. Orbiane, est-ce que toi, tu as envie de réagir sur la manière dont on peut faire entendre sa voix? Toi, tu es à l'interstice avec Aka Studio du travail des artistes et en tant qu'exploitante ici. Comment est-ce qu'on fait entendre ce plaidoyer et comment est-ce qu'on fait exister cette idée-là? Alors déjà, je vais te donner 2 exemples très concrets que tu as. Là, par exemple, la fresque de Yakes derrière est inscrite à un immeuble, une œuvre, et celle de Potter à l'entrée également. Pour illustrer ton premier exemple, à Lyon, vous connaissez peut-être tous les escaliers Mermet dans les pentes, les escaliers bleus faits par Wenck et à notre initiative. C'est une initiative qui est citoyenne, donc ça ne vient pas de la mairie d'arrondissement, ça vient vraiment des habitants du quartier Capucin. Donc c'est tout à fait possible. Alors parfois, certains de ces process prennent plus de temps que d'autres, évidemment. Pour te donner l'exemple des escaliers Mermet, c'est un projet qu'on avait initié je crois qu'on a mis 3-4 ans à les faire, quelque chose comme ça. Et pour rebondir sur ta question, je pense qu'il faut aussi, nous, en tant que relais entre les artistes et les collectivités, entre les artistes et les promoteurs ou la maîtrise d'œuvre, et je pense qu'on a un rôle à jouer de médiation qui est ultra important. De médiation d'une part, et puis peut-être de motivation. Il faut être locomotive, quoi. Il faut dire que c'est possible. Alors ça n'ajoute pas forcément une valeur financière au bien là tout de suite, mais ce qu'il faut voir, c'est sur le long terme, en fait, ce que ça apporte en termes de qualité d'usage, en termes d'unicité du bâtiment. Enfin, voilà, ça apporte un certain nombre de choses, et quand on parle de plaidoyer, c'est vraiment le cas. Il faut savoir être persuasif et porter ses idées, mais en fait ça c'est merveilleux parce que c'est challengeant. Bon, après parfois on aimerait que ce soit un peu plus simple, mais bon, je pense qu'on a des personnalités qui aiment rentrer dedans aussi un petit peu. Oui. Peut-être, sauf s'il y a une dernière question absolument indispensable, du coup oui, et puis on finira un tout petit peu en retard, la pause sera plus courte, on enchaînera directement après. Merci. Je ne sais pas si c'est une question indispensable, elle est double. J'en ai une première pour Orbiane, puisque vous m'avez interrogé tout à l'heure, donc je vous rends l'appareil. Je voulais savoir si vous pouvez nous témoigner en quelques mots du projet artistique que vous avez fait avec des enfants dans le cadre d'une rue des enfants. Et j'ai une autre question, puisque parmi les habitants de la ville, dont on ne parle pas toujours, figurent justement les enfants. Et il a été évoqué le fait de bouger les normes tout à l'heure. Selon vous, alors cette question s'adresse à tous les trois, de quelle manière et dans quelle proportion les enfants ou les jeunes de manière générale, mais plutôt les plus jeunes, peuvent être justement des acteurs de ce changement et de ce changement de normes. On a entendu la question, je pense. Oui. Okay. Reformule-la si besoin. Les enfants. Alors, le rôle des enfants dans la construction des fresques dans le cadre de la rue des enfants. Je ne sais pas si vous êtes... Si ça va, c'est bon. Alors, pour répondre à ta question, oui. On a eu la chance d'expérimenter 3 fois, du coup, pour ce programme-là. La première fois avec l'école Ménis. Et là, actuellement, Bambi, qui est un artiste lyonnais, est en train de de finaliser son œuvre à l'école Jules Verne, dans le 3e aussi. Il est en cours, là. Il est encore en train de peindre à l'heure à laquelle on parle, je pense. C'est des sujets qui sont passionnants. Donc, je refais un petit rappel sur la rue des enfants s'il y a des nouveaux par rapport à tout à l'heure. C'est un programme qui vise à co-construire des fresques avec les enfants, qui sont aussi des nudges dans le sens où il y a une sensibilisation sur la sécurité aux abords des écoles. Donc c'est un programme qui est doublement intelligent.
plutôt réalisé avec des artistes locaux à Lyon pour l'instant. Et donc en fait c'est passionnant de voir les enfants. Donc nous on les a accueillis ici pour des ateliers. C'est un travail qui se fait sur le temps long puisque c'est sur l'année scolaire entière. Il y a un travail de co-construction avec les artistes. Donc alors la fréquence, je sais plus si c'était une fois toutes les 2 semaines ou une fois toutes les semaines, où on les initie à différentes pratiques. En fonction de l'artiste, ça donne des choses qui sont extrêmement différentes, bien entendu. Donc c'est ça qui est passionnant. Et moi j'ai vu un engouement des enfants justement sur ces sujets-là. Je n'ai jamais vu un groupe d'enfants autant à fond. Avec Bambi, là dernièrement, ils étaient là. Alors je vais lancer un petit « ça va les enfants ?» Oui, Bambi il est génial, on veut continuer. En fait, après, ils ne partent plus. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à explorer dans ce sens-là. C'est quelque chose qui fait du sens et qui mérite d'être développé de plus large manière. D'où ma question tout à l'heure qui était complètement intéressée et orientée du coup. Puisque pour Loïc et Stéphane, si vous n'étiez pas là, Tristan Debrec qui intervenait sur la table ronde précédente et qui est en charge de la ville des enfants à Lyon. Je vous propose de répondre en conclusion, comme ça on fera des transitions entre chaque table ronde et puis on s'arrêtera là-dessus. Parfait. Il y a 2 points qui sont vraiment intéressants dans cette question. Il y en a un premier, c'est que on n'en a pas parlé. La question des enfants, en sous-jacent, il y a aussi la question de la médiation. Et toutes les pratiques artistiques qu'on vient d'évoquer, c'est des choses qui peuvent être assez abstraites dans l'expérience quotidienne des habitants, parce que quand on croise par exemple un marbre d'ici, on a besoin d'avoir l'information de ce que c'est, parce qu'on voit le résultat fini, mais pas forcément le processus. Donc c'est valable pour les enfants, mais bien sûr pour tous les publics. Donc la question de la médiation dans ces nouvelles pratiques artistiques de la Fabrique de la Ville est vraiment un levier essentiel, et notamment du point de vue du budget. C'est-à-dire que si on s'occupe d'un projet, il faut non seulement budgéter la production et l'organisation de l'artiste, mais aussi la médiation, parce que c'est la clé de l'appropriation du projet par les habitants. Et il y a un deuxième point qui est encore plus spécifique sur les enfants, qui est l'ambition patrimoniale. C'est-à-dire qu'on a quand même vocation, quand on construit et fabrique de la ville, que les éléments vont rester pendant des décennies. Donc ça veut dire que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes qui vivront encore avec demain. D'où l'intérêt particulièrement important de s'intéresser en priorité aux enfants, parce que c'est eux, les usagers, qui vont être accompagnés dans leur vie de tous les jours par ces projets et ces dispositifs. C'est pas quelque chose qui est fait de façon systématique, clairement. Il y a un vrai sujet là-dessus, mais son intérêt stratégique est effectivement là. Et c'est pour ça qu'on a fait une table ronde sur cette question. Stéphane ? Ouais, je trouve que la question est vraiment très importante à plein de titres. Je pense que ce que Loïc vient de dire, la question de médiation, effectivement, avant c'était un gros mot, la médiation en art, c'est le truc qu'il faut faire, mais c'est pas l'endroit de la création, c'est pas l'endroit de l'aura, c'est pas l'endroit de l'argent et c'est pas l'endroit de la gloire. Et en fait, ça a déplacé franchement parce que l'artiste ou le projet artistique ou l'équipe artistique se retrouve à un endroit de pivot entre justement la ville en train de se transformer, les habitants, les professionnels en charge d'eux, et l'idée de l'œuvre d'art. Et en fait, l'artiste et avec son équipe sont l'incarnation de l'endroit de la rencontre entre les professionnels de la transformation urbaine, les habitants et usagers, et l'idée d'œuvre d'art. Il faut l'incarner, il ne faut pas juste le décréter, il faut l'incarner, et ça se fait à travers des projets. Là, je reviens de Grenoble, où on fait une démarche marbre d'ici, avec un agenda assez ambitieux, 100 tonnes de gravats récupérés pendant 4 ans, transformés en 100 tonnes de marbre d'ici, injectés dans les espaces publics en cours de livraison. Le premier public, et ce n'est pas un public de juste observateurs, les premiers partenaires, c'est les enfants. Alors on pourrait dire, mais ils sont complètement fous, 100 tonnes de gravats, les enfants, ça ne matche pas. En fait, ce qui est très intéressant avec les enfants, donc moi je fais de la médiation avec des classes dans les écoles élémentaires pour gérer la question de comment transformer 100 tonnes de gravats en 100 tonnes d'œuvres d'art. 100 tonnes d'art. Et en fait, ce qui est très intéressant avec les enfants, c'est qu'eux ne font pas la distinction en silo entre art, ville et écologie. Tout ça est pris au prisme de c'est le réel, ou c'est l'expérience de, ou c'est ce qu'on est en train de faire. Et du coup, ils sont le modèle de l'intégration et de l'intersection de ces 3 domaines-là, parce que là, la question de oui, mais est-ce que c'est de l'art ou est-ce que c'est pas de l'art, est-ce que c'est de l'urbanisme ou est-ce que c'est de l'écologie, ne se pose plus. Et du coup, toutes les vraies questions et tous les vrais sujets sont sur la table et on fait projet avec. Et en ça, ils font modèle. Donc on fait la même chose avec les autres après.
Eh ben, merci beaucoup parce que du coup, ça aura fait un lien parfait entre les deux tables rondes. Ça va me permettre de dire que là, on va prendre une micro-pause juste pour installer la table ronde suivante. Mais celle qui va suivre parlera de la ville vivante. Rêver une ville vivante, rêver une ville dans laquelle la faune et la flore ont une vraie place, comme là on peut le voir avec notre invité surprise. Mais plus généralement, comment est-ce qu'on peut créer des lieux qui ont de la vie, comme on le voit autour de nous en ce moment. Ça sera une table ronde un peu spéciale. Si vous avez envie quand même d'aller sur les ateliers, ils sont aussi là pour ça, ils font partie du festival. Il y en a un peu partout, à travers tous les espaces. Mais sinon, allez juste faire un tour à la buvette et revenez dans 5 minutes pour la 3e et dernière table ronde. Merci beaucoup.